Bonjour, je m'appelle Kim et aujourd'hui je vais vous présenter pour Mediatoon l'ouvrage Au bal des absents de Catherine Dufour, paru aux éditions du Seuil. Laissez-moi vous présenter une femme qui mérite toute notre attention. Elle s'appelle Claude, elle a 40 ans et elle l'est fait. Sa vie, un désert à tous les points de vue, amoureux comme professionnel. Elle est au RSA et elle a presque plus d'argent pour payer son appartement et elle va bientôt être expulsée quand, miracle, un mystérieux juriste américain lui envoie un message sur LinkedIn en lui demandant d'enquêter sur la disparition de la famille Grue au complet, voiture incluse, moyennant un bon gros chèque. Je peux vous dire qu'elle ne va pas longtemps hésiter. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de louer la Tante Colline, un vieux manoir de Lyon noyé dans la vigne vierge où les disparus ont séjourné un an plus tôt, et d'ouvrir grand les yeux et les oreilles. Pourquoi se refuser un toit gratuit même si c'est pour quelques semaines? Lors de sa première nuit dans la vieille bâtisse, Claude va être réveillée par des bruits terribles dans le couloir. Et imaginez son effroi lorsqu'elle va regarder dans le miroir et ne plus voir son reflet. Complètement affolée, elle va réussir à atteindre sa voiture, mais à peine a-t-elle démarré la voiture que bam, un énorme coup s'abat sur son capot. Donc, partant à toute allure sur les routes de la campagne, elle ne peut pas s'empêcher de se sentir suivie et en plus de ça, son GPS semble ne plus du tout marcher parce qu'il la ramène sans cesse au vieux manoir. Parvenant enfin à s'extraire du danger, Claude, complètement affolée, va se rendre compte que la seule manière d'appréhender ces phénomènes paranormaux, c'est en fait de se documenter. Dès le lendemain, elle va donc écumer la médiathèque du coin et constituer de cette manière son attirail de combat. C'est les sauges pour se protéger, eau bénite, apprentissage de formules d'exorcisme de diverses religions. Elle va aussi prendre un petit peu de Xanax au cas où il faudrait se calmer. Et bien sûr, des pinces à papier sur les oreilles pour que la douleur la maintienne dans le réel et comme ça ne jamais se laisser happer par les illusions. Innocente et inexpérimentée dans l'art de l'enquête, la pauvre Claude va croire que les habitants de ce paisible village près du manoir sont ses alliés. Et c'est très vite oublié qu'un homme et ses 5 enfants se sont évaporés du jour au lendemain sans laisser aucune trace, quelques mois auparavant. Prise dans une spirale où elle n'arrive plus à distinguer le paranormal du réel, Claude va se poser de nombreuses questions. Qui est cette logeuse étrange de Tante Colline? Est-ce que le juriste américain qui lui a laissé un message sur LinkedIn existe-t-il vraiment? Et surtout, est-ce qu'elle va réussir à vaincre sa peur bleue et à mener à terme son combat, son enquête, sa mission? Ce manoir d'abord glaçant va devenir un allié de taille lorsque Claude va réussir à l'apprivoiser et à le nettoyer de ses côtés les plus vicieux, au point d'en faire un lieu de refuge pour les femmes victimes de violences. Le meilleur de l'horreur se marie au meilleur de la comédie. Effectivement, l'ambiance un peu sombre et angoissante pourrait nous faire penser à ces séries qu'on connaît tous comme The Haunting of Hill House ou Marianne, avec une différence. En fait, le personnage féminin de Claude est complètement désarçonnant et délicieusement drôle et apporte une très grande lumière au récit. Claude est une femme abîmée par la vie, qui n'a plus rien à perdre, mais qui est pleine de résilience et qui va transformer un lieu terrifiant qui est ce manoir en un endroit pour protéger les femmes battues. Grande autrice de science-fiction, de fantasy et de littérature blanche multiprimée, Catherine Dufour a fondé avec d'autres grands auteurs de science-fiction comme Alain Damasio le collectif Zanzibar qui a pour mission de réfléchir à la thématique désincarcérer le futur. Elle est aussi ingénieure informatique, maîtresse de conférences à Sciences Po et chroniqueuse au Monde diplomatique. Sous fond d'enquête policière teintée de fantastique, Catherine Dufour, avec Au bal des absents, aborde des thèmes forts et importants et rafraîchit définitivement le genre. Bonjour à tous, je suis Nolwenn Guillemot, je travaille pour Mediatoon Droit Audiovisuel et je représente aujourd'hui Clown à tuer de El Diablo et Niro, paru à la Webtoon Factory. Salut les amis! Est-ce que vous connaissez l'histoire de la chaise? Elle est pliante! Bon, personne n'aime les clowns, ils sont pas drôles, ils sont flippants et dans les films en général ils essaient de tuer les gens. Et si pour une fois on faisait l'inverse, avec Clown à tuer de El Diablo et Niro? À 30 ans, Jérémy est un acteur raté. Heureusement sa femme est là pour faire bouillir la marmite, mais son agent à lui est complètement nul, ne lui trouve jamais aucun rôle. Enfin cette fois il lui a trouvé une mission assez originale, faire le clown d'anniversaire dans une maison de retraite à la montagne.
C'est une bonne occasion pour Jérémy d'aller prendre un bon bol d'air, de faire rire des petits vieux, presque une bonne action en somme, avec un gros chèque à la fin. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. D'abord parce que la maison de retraite est située au fin fond de la montagne, là où il n'y a pas de réseau, où il fait un froid glacial. La maison ressemble à l'hôtel de Shining, avec un peu plus de personnes vivantes, presque. Tous les pensionnaires sont plus vieux, riches et odieux les uns que les autres. Milliardaires, comtesses, militaires. Et le pire de tous, c'est le propriétaire, Monsieur Champard, un nonagénaire. Au cours de son spectacle, Jérémy est exaspéré par les insultes et les remarques désobligeantes du vieillard. Il finit par partir en claquant la porte et met sa voiture dans le fossé 2 virages plus loin. En revenant au manoir pour chercher de l'aide, il assiste à un accident. Champard s'énerve, pousse un autre pensionnaire et celui-ci meurt avec un coup du lapin. Les employés, les autres pensionnaires se mettent d'accord pour garder le secret. Mais maintenant, le clown est devenu un témoin bien gênant. Sur les ordres du terrible Champard, tous se mettent à la poursuite de Jérémy pour l'éliminer. Commence alors une nuit cauchemardesque pour le clown. Poursuivi dans la neige par des vieillards enragés, coursé par un molosse, tiré à la carabine, Jérémy fuit dans la neige, frigorifié, toujours avec ses chaussures taille 75 aux pieds. Même lorsqu'il croise enfin des policiers, ceux-ci ne le croient pas. Il faut dire que tous les vieillards se sont concertés pour le faire accuser. Enfin, jusqu'au moment où l'un d'entre eux panique et tire sur un flic. La situation dégénère de plus belle. Clown à tuer, c'est un quasi huis clos dans la montagne et le froid, avec un rythme effréné, haletant, des situations absurdes, hilarantes. Un véritable coup de cœur. Clown à tuer, c'est un webtoon, c'est-à-dire une bande dessinée digitale. C'est un format qui nous vient de Corée et qui est fait pour être lu initialement sur smartphone. Donc c'est un format très feuilletonnant, très rapide, avec un cliffhanger toutes les 10 pages. Pour Clown à tuer, nous avons actuellement une saison de 24 chapitres qui pourraient très bien être découpés en épisodes et donner lieu à des suites. Alors, le scénariste est El Diablo, c'est un pseudonyme normalement, et c'est un diplômé des Gobelins qui vit maintenant au Canada. Coproduction possible. Et c'est aussi le co-créateur des Lascars qu'on a pu voir sur Canal+. Et désormais, il diffuse son mauvais esprit dans des courts-métrages, dans des séries et maintenant dans des webtoons. À l'origine de Du bleu dans la nuit, il y a la rencontre entre Jean-Charles Chapuzet, l'auteur, et un des protagonistes de l'histoire, le patron, qui est aussi un haut gradé et qui a dirigé la section de recherche de Bordeaux. Le patron va raconter à Jean-Charles Chapuzet l'histoire, l'affaire qui a été la plus émouvante de sa carrière. Cette affaire, c'est une affaire d'enlèvement d'enfants qui se passe à Jarnac en 2004, une petite ville de 5000 habitants, plutôt paisible, qui est surtout connue pour être le fief de François Mitterrand. Et là, un drame se produit, une enfant est enlevée. Cela se passe le soir, un soir de février. Il est 17h30. Une fillette joue devant chez ses parents, une voiture passe, ralentit, un individu en sort, prend l'enfant et le met dans le coffre et repart. Heureusement, plusieurs témoins sont présents et ils vont tout de suite lancer l'alerte. Commence alors un compte à rebours car chaque heure compte pour retrouver la fillette vivante. La mobilisation est générale. Il y a à la fois la section de recherche de Bordeaux qui va donc se rendre à Jarnac. Le maire va mettre à leur disposition l'hôtel de ville qui va devenir en fait le quartier général de cette équipe d'enquêteurs qui est composée de profils très différents. Il y a Iceman, l'informaticien, il y a le Fox qui est plutôt l'enquêteur de terrain, ou alors le papa qui est le doyen de la bande. Et puis il y a la mobilisation aussi du côté des habitants de cette petite ville de Jarnac. Tout le monde se sent concerné, tout le monde a envie d'aider à retrouver l'enfant et une battue, notamment une grosse battue, va être organisée à travers les champs. À partir de ce moment-là, la machine est lancée, on va suivre l'enquête heure par heure. Il y aura un délit de sale gueule, une garde à vue interminable, des impasses, jusqu'à la résolution à la 25e heure. Du bleu dans la nuit, c'est un livre sur une enquête qui a une unité de temps et de lieu. Le lieu, c'est donc Jarnac, cette petite ville de 5000 habitants située en plein cœur des vignes de Cognac. Et le temps, ce sont les 25 heures de l'enquête,
avec cet enjeu qui est très important, qui est la survie de cette fillette. Il faut se souvenir que chaque heure compte, que c'est l'hiver, qu'il fait froid et que la nuit peut lui être fatale. L'enquête, ce sont aussi les enquêteurs qui sont des personnages aussi complexes mais qui sont aussi très caractérisés à l'image de leur surnom. Il y a le papa, le Fox, Lulu, le patron, et tous ont leur fonction bien précise au sein du récit. Ce sont tous des personnages plus vrais que nature, et effectivement, ce ne sont pas des personnages de fiction. Aux éditions Marchiali, nous avons fait le choix de ne publier que des récits de faits réels. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait réel stricto sensu, mais bien ce qu'il veut dire de notre monde. Du bleu dans la nuit, c'est donc un fait divers raconté à la manière d'un polar. C'est grâce à la voix et à l'écriture de Jean-Charles Chapuzet, au fait qu'il ait rencontré aussi les différents acteurs de ce drame, qu'on est au plus près du réel. On est ici au cœur de l'enquête, on ressent l'émotion des enquêteurs, et c'est ce qu'on recherche aux éditions Marchiali, c'est cette immersion. Bonjour, je m'appelle Kinga Wierzykowska de l'agence Tram et je représente la manufacture de livres et je vous présente un livre qui s'appelle L'Ange Rouge de François Médeline. Donc L'Ange Rouge, c'est le premier volet d'une trilogie qui va se dérouler entièrement à Lyon et qui va suivre les enquêtes du commissaire Dubac et de sa brigade. D'entrée de jeu, dès la première scène, on est embarqué sur un hors-bord à Lyon dans les années 90. À l'intérieur, le commissaire Dubac, qui est un beau gosse d'une trentaine d'années avec ses failles, notamment obsédé par son ex, on le découvrira au fur et à mesure du roman, et Mamie, sa coéquipière, un Golgoth d'1,90 m, une soixantaine d'années et drogué aux bonbons Haribo. Ce duo hors du commun va arriver sur une scène de crime spectaculaire. Il faut vous imaginer un radeau avec une croix et un homme crucifié avec une magnifique orchidée peinte sur son corps. Cette première découverte, en réalité, et l'identité de la première victime, Ab, va inaugurer d'une enquête tous azimuts, puisque les enquêteurs sont soumis à la pression de la hiérarchie. Il n'y a jamais eu de crime aussi spectaculaire à Lyon. Ils vont devoir aller très très vite. Très rapidement, ils vont arrêter un premier coupable, un prédateur sexuel, qu'ils vont mettre derrière les barreaux. Très rapidement également, ils vont se lancer à toute berzingue sur une piste politique en allant arrêter des anarchistes, en allant dans les milieux d'extrême droite. Mais alors que l'enquête se poursuit tambour battant, il y a une seconde victime qui est retrouvée avec le même type de mise en scène. Et cette orchidée va mener les enquêteurs sur la piste des Beaux-Arts à Lyon. Mais il manque en permanence un chaînon, le chaînon manquant. Alors cependant, tout au long de l'enquête, réapparaît une figure de femme mystérieuse, puisqu'elle a été aperçue, il y a une femme aux cheveux noirs corbeaux qui a été aperçue en amont de la scène de crime quelques heures avant la découverte macabre de la première victime. Et progressivement, l'enquête va se resserrer autour de cette femme qui se métamorphose. Dubac sera suffisamment troublé par la jeune femme pour peut-être laisser passer des éléments de l'enquête et pour laisser finalement l'Ange Rouge abattre ses ailes sur l'une de ses coéquipières et sur l'un des êtres qui lui est le plus cher. Alors en effet, l'un des intérêts principaux du roman, c'est de plonger le lecteur dans différentes arènes et de lui montrer en réalité un visage assez inédit de Lyon, puisque l'auteur qui a longuement vécu à Lyon connaît un peu la phase sombre de la ville et il voit en réalité une ville qui est une ville du crime et une ville assez sombre. Donc les arènes dans lesquelles le lecteur est plongé, alors il y a tout d'abord des arènes politiques qui sont des arènes politiques plutôt marginales, puisqu'on a l'arène des anarchistes, hein, on a notamment une scène spectaculaire dans les catacombes de Lyon qui en réalité sont situées sous les pentes de la Croix-Rousse et qui sont un endroit inconnu du public que du coup le lecteur découvre à ce moment-là. On a également une plongée dans les milieux d'extrême droite, hein, qui sont les ennemis naturels
naturel des milieux anarchistes avec le GUD notamment. On trouve des personnages qui appartiennent à ces groupes d'extrême droite. Il y a également une partie de l'enquête qui va se dérouler dans le Lyon de la nuit, notamment de la nuit homosexuelle, avec des dancing un peu kitsch, des bars échangistes, des boîtes de nuit, voilà. Donc on aura toute une exploration qui ira dans ces endroits-là. Et puis également, il y a les Beaux-Arts de Lyon, avec un certain nombre d'étudiants qui sont mis en scène, les ateliers, et puis le monde du body art, qui est quand même un monde aussi très spectaculaire, et qui est ici exploité par François Medellín. Donc François Medellín est une plume vraiment montante du polar français. Il a une écriture qui est très prenante, il sait cultiver le suspense. On a une écriture rapide, rythmée, avec énormément à la fois d'action, de bifurcation dans l'intrigue. Donc c'est très très riche pour une adaptation en série. On a une intrigue qui est riche de ce point de vue-là. Par ailleurs, il a un univers très visuel, très spectaculaire, et d'ailleurs son appétence pour l'audiovisuel, pour l'image, l'a mené à adapter, donc à écrire le scénario, à écrire l'adaptation d'un roman américain qui s'appelle Pike, pour un long métrage qui sera réalisé par Guillaume de Fontenay. Vous connaissez l'adage qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et si les psys étaient les plus névrosés? En tout cas, c'est le cas de l'héroïne du roman de Valérie Sobad, Le silence de Clara White, paru aux éditions Anne Carrière. Cassandra Fletcher est une pédopsychiatre réputée, une trentenaire un peu psychorigide, à qui la vie semble avoir souri. Elle travaille dans un beau quartier de Londres, elle a un fiancé, sa vie semble idéale. Du moins jusqu'au jour où un de ses patients qu'elle suivait, un enfant, se suicide. Cassandra est dévastée. Elle rentre chez elle pour trouver son fiancé au lit avec une de ses propres collègues. Pour Cassandra, c'en est trop. Elle déménage et démissionne en catastrophe. On la retrouve 3 mois plus tard dans un appartement minable d'une banlieue déclassée. Elle a transformé son propre salon en cabinet de fortune. Elle ne peut plus compter que sur l'amitié de sa meilleure amie Grace, une jeune femme ronde avec un cœur d'artichaut. Et désormais, elle passe tout son temps à tricoter et à pleurer devant Grey's Anatomy. Un jour, une femme hautaine assez désagréable rentre dans son cabinet. Elle est candidate à un mandat de députée et elle souhaite que Cassandra s'occupe de sa belle-fille Clara, 16 ans, qui est suicidaire depuis la mort de sa meilleure amie. Cassandra voudrait refuser ce cas depuis sa dernière expérience avec un enfant, mais elle a trop besoin d'argent pour se le permettre. Et pourtant, au fil des séances, Cassandra va s'attacher profondément à Clara. D'abord parce que la jeune fille a une histoire familiale compliquée qui lui fait penser à la sienne. Et ensuite parce qu'elle va découvrir que cette meilleure amie ne s'est pas accidentellement noyée, mais plutôt qu'elle a été assassinée. En tout cas, c'est ce dont elle va tâcher de convaincre le séduisant inspecteur Al-Saoud, un quarantenaire, père de 2 enfants, célibataire, mais qui voudrait conclure cette affaire au plus vite. Pour sauver Clara, Cassandra va devoir s'impliquer elle-même et remonter la trace du tueur pour sauver sa patiente. Avec Cassandra Fletcher, Valérie Sobad nous offre une héroïne admirable dans ses qualités et attachante dans ses défauts. Cassandra est orpheline de mère, victime d'un père tyrannique. Elle est aussi brisée par sa récente rupture et elle a tendance à boire un peu trop. Mais justement, dans ces moments, elle devient absurde et attendrissante, hilarante. Ses tentatives de séduire l'inspecteur Al-Saoud sont irrésistibles et elle se démène, corps et âme, pour aider sa meilleure amie Grace à trouver l'amour. Finalement, la dynamique de couple qu'on observe avec l'inspecteur Al-Saoud et la pédopsychiatre Cassandra Fletcher peut faire penser au duo de Temperance Brennan et de l'inspecteur Booth dans la série Bones. On peut tout à fait imaginer tourner l'histoire ailleurs qu'à Londres. Ce qui est important, c'est le déclassement social, la dégringolade vécue par Cassandra. On pourrait tout à fait transposer cette histoire en France et imaginer, par exemple, un passage de Neuilly à Saint-Denis. Le silence de Clara White est un roman très dense. On pourrait tout à fait imaginer une première saison axée sur le cas de Clara White et ensuite un développement autour de l'histoire de Cassandra Fletcher. Il y a beaucoup d'axes à explorer, il y a sa relation avec son père tyrannique dont elle va apprendre à se détacher, il y a l'histoire de Grace, sa meilleure amie, que Cassandra va toujours essayer d'aider, et il y a surtout l'histoire d'amour avec l'inspecteur Al-Saoud, puisque à la fin de Silence de Clara White, nous avons le début d'une famille, alors que Cassandra s'installe avec l'inspecteur.
Le Rame au diable est un polar très documenté qui met en scène des figures majeures et fictives de l'industrie du tabac. Cette arène se trouve à l'endroit exact où se rencontrent des intérêts économiques colossaux et des questions de santé publique. On est dans un univers où la fraude massive n'est jamais loin, avec la complicité plus ou moins assumée de figures politiques et scientifiques. Notre personnage principal est David Bartels. Bartels est le directeur officieux des relations publiques d'un grand cigarettier, l'European J Tobacco. Lobbyiste hors pair, Bartels a pour mission de fragiliser la concurrence, mais aussi de repousser ou contourner les nouvelles règles sanitaires voulues par les pouvoirs publics. Bourreau de travail, il carbure à l'adrénaline, mais doit aussi composer avec certaines de ses pulsions autodestructrices. Il n'hésite pas ainsi à éliminer lui-même, en présence de son homme de main, Anton Muller, le témoin gênant d'un braquage d'un camion d'ammoniac liquide qui était destiné à la concurrence. Ce secret scelle le destin des deux hommes et met un flic tenace, le lieutenant Simon Nora, sur leur piste. Il ne les lâchera plus sur près de 2 décennies. Pour parvenir à ses fins, outre la corruption de députés et de scientifiques, Bartels utilise les services de Valentina. Valentina est à la tête d'une société d'événementiel qui est très active sur les réseaux de courses automobiles. Et Valentina fournit aux gros poissons que lui indique Bartels des prostituées, tout en les espionnant pour fournir des informations confidentielles à Bartels. Lorsque le couple de Bartels commence à battre de l'aile, Bartels multiplie les conquêtes et il s'attache à l'une d'entre elles en la personne de Christelle Szabó. Alors Christelle Szabó, c'est une employée de la CPAM et ironie du sort, elle est en charge de la lutte contre le tabagisme. Quand Christelle Szabó réalise qu'elle est enceinte et qu'elle souhaite garder l'enfant, elle organise sa disparition parce qu'elle entend se soustraire à l'influence néfaste de son amant. Bartels est sur tous les fronts, sur tous les coups, et il saisit toutes les opportunités. Avec ses acolytes, il organise un circuit de contrebande de cigarettes via le Monténégro et la Serbie, avec l'appui des mafias locales. Il s'agit de contourner les taxes prohibitives imposées par l'Union européenne aux cigarettiers. Mais le vent semble tourner. Un procureur italien au niveau européen entend faire le procès de ces pratiques et le policier Simon Nora est chargé de lui fournir des preuves. Il espère ainsi coincer enfin Bartels et son homme de main Anton Muller. Le roman comporte de nombreux autres personnages mémorables. En fait, on ne peut pas rendre compte dans un pitch de toute la richesse de ce roman et qui nourrirait, en fait, je pense, plusieurs saisons. Il y a d'abord Hélène Thomas, qui est une jeune femme qui est au début du roman en apprentissage, en BTS, en fait, en alternance, et qui va disparaître soudainement pour se retrouver l'associée de Valentina, et donc impliquée dans un réseau de proxénétisme. Que s'est-il passé entre-temps ? C'est grâce au roman qu'on va le découvrir. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de jeune fille disparue hante un autre policier qui s'appelle Brun, pour qui elle reste en fait une énigme inaboutie et qu'il va continuer à chercher pendant très longtemps. Il y a un autre personnage aussi très intéressant qui s'appelle Eduardo Rojas, qui est aussi un salarié du grand cigarettier. Mais lui, c'est plutôt un homme de terrain, contrairement à Bartels qui est l'homme de l'ombre. Tous les deux vont être obligés de s'associer sur différents projets. Ils sont donc alliés de circonstances, mais fondamentalement, ce sont de grands rivaux. Donc, il y a beaucoup d'histoires en perspective liées à cette rivalité. Dans ce roman, on retrouve la plume de Marin Ledin qui est à la fois capable, dans un roman, de nous faire le portrait d'une époque, ici celle de la France entre le milieu des années 80 et le milieu des années 2000, au travers d'une histoire qui est très divertissante, très ludique, puisqu'il y a du suspense, il y a beaucoup de tension, donc c'est un véritable page-turner. Et en même temps, il dévoile des faits réels qui dépassent souvent l'imagination. Tout ça constituant une critique de la société contemporaine.